Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. On est déjà à l'épisode 5, c'est assez dingue. Alors si vous venez pour la première fois, sur ce podcast, laissez-moi vous présenter le bousin. Je suis Giggs, j'aime les comics, les mangas et le cinéma, alors j'ai décidé de partager avec vous mes lectures, mes visionnages et mes attentes sur les prochaines sorties. L'émission se découpe donc en 3 parties. Le tu sors ou je te sors. Cette semaine, on parlera de Stranger Things, Zombie Boys, de Spy X Family et de Cagillionnaire. Ensuite, dans la boîte de chocolat, ce sont les sorties que j'attends, dont une que j'attends, mais tellement, là, vous savez pas comment je suis tout excité. Et on finit par la reco bien sympa dans le partage. Avant de commencer, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. D'ailleurs, Tonton Bellou, je vais t'écouter et je trouve que c'est une super idée de mettre un timecode. Alors regardez dans la description, vous pourrez passer les parties où vous avez peur du spoil. Même si franchement, j'évite quand même beaucoup de le faire, le spoil. Donc bon, mais je comprends que vous soyez vigilants. Merci aussi aux gens qui me soutiennent, mes amis évidemment, ma copine évidemment. Mais aussi grâce à la communauté de Hughes et notamment une certaine Géades sur Twitch qui partage la chaîne et en a parlé dans son émission. Merci à vous tous, ça me touche tellement, ça me motive de dingue les potes. Allez voir sur Twitch, je mets aussi dans la description les liens de leur chaîne. Et voilà, cœur sur vous les amis. Il y a des travaux à côté de chez moi aujourd'hui, donc si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolé, je peux pas faire autrement. En espérant que ça vous gêne pas trop et qu'au montage, je puisse tout couper. Bon, on va commencer mes geeks et mes geekettes, et comme toujours, la première rubrique, le tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Alors dans le tu sors ou je te sors, aujourd'hui, en bon geek de plus de 30 ans, la série des frangins Duffer, Stranger Things évidemment, est une série qui m'a attiré et l'univers me plaît au max comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Bon, la première saison était de mon point de vue la plus complète et surtout celle qui apportait une vague de fraîcheur, avec du vieux pourtant, dans l'univers des séries qui commençaient à tourner un petit peu en rond. D'ailleurs j'ai hâte de voir la 4ème saison, elle sort en 2021 normalement. Bon, Super 8 avait déjà donné le ton de ce genre d'univers. On peut pas parler de Stranger Things sans évoquer Super 8 de Gigi, de Monsieur Abrams. Enfin bon, on est là pour parler de comics, et Netflix a bien compris que Stranger Things devait avoir une vie ailleurs que sur sa plateforme pour apporter des pépettes évidemment, mais aussi pour maintenir les fans dans une certaine hype et leur donner quelque chose à manger entre 2 saisons. Bonne idée ou non, en tout cas les contenus existent, et on est déjà au 3e comics de la licence. Celui-ci, il est un petit peu particulier, je me suis dit que c'était le mois d'Halloween, et que c'était justement le bon moment pour parler de Stranger Things Zombie Boys. Alors, est-ce que ça va vraiment coller à Halloween ? On va voir ça tout de suite. Aux US, c'est Dark Horse qui édite. En France, c'est Mana Books. C'est sorti le 27 août 2020. Alors, on n'est pas sur le format comics classique avec cette édition française, ce qui change pas grand-chose au contenu de l'œuvre, mais c'est juste qu'on peut la confondre avec une franco-belge, parce que c'est un petit peu plus grand qu'un comics classique. C'est écrit par Greg Pak, qui est un très grand nom dans le milieu du comics. Il a écrit notamment une partie de House of M, qui est jusqu'à aujourd'hui, dans mon tout petit cœur fragile, le chef-d'œuvre ultime de Marvel. Il avait fait le World War Hulk aussi, c'est lui qui l'avait écrit, c'est à lire absolument. Il a fait tellement d'autres choses de qualité, donc ça commence plutôt bien quand on voit son blaze à pépère. C'est mis en image par Valeria Favoccia, alors c'est la première fois que je vois une œuvre de cette dame, et c'est très sympa. Je trouve qu'avec cette saga, en tout cas, ça colle plutôt bien. Les contours sont bien appuyés, ça donne un côté pop presque cartoonesque, et ça fait bien ressortir les émotions. Ça va avec le scénar aussi, c'est du beau boulot. Et aux couleurs, on a Dan Jackson. Alors pareil, les couleurs, c'est très bien dans cette BD. C'est un peu plus chaud que dans les 2 tomes précédents, qui étaient beaucoup plus sérieux. Il nous faisait avancer finalement dans la compréhension de l'histoire, là un petit peu moins. Le premier tome, il était titré De l'autre côté, et ça se déroulait lors de la saison 1, mais du côté de Will. C'est pour ça que ça s'appelle De l'autre côté. Et du coup on était dans le monde inversé et j'avais adoré ça, c'était super cool. D'ailleurs les dessins de Stefano Mortino, ils étaient vraiment parfaits, j'avais adoré. Le tome 2, lui, il se passait quelques années avant le début de Stranger Things, avant le début de l'histoire, et il s'appelait sobrement 6. Et ça nous donnait des infos fort sympathiques. Et sans spoil, je me tais. 6, Eleven. Bon, vous voyez le lien, j'espère. Résumons le comics dont on veut parler aujourd'hui. L'histoire se situe
juste après la saison 1. Et Will, il est pas au top de sa forme, les autres non plus d'ailleurs. Ça entache un petit peu leur amitié et ces 4 petits gars là sont pas bien. Willy, il a des idées sombres et il dessine des zombies, ce qui inquiète un petit peu sa maman. Et un nouvel élève arrive dans leur club d'audiovisuel, caméra à la main, t-shirt de Jaws, les dents de la mer si vous préférez, et il arbore des lunettes et une casquette comme celui qu'il caricature. Vous l'avez ou pas? Je parle de Steven Spielberg. Petite parenthèse d'ailleurs, je vais pas vous les lister, mais c'est truffé de clins d'œil pop culture et surtout ciné. Donc si jamais vous le lisez, amusez-vous un petit peu à retrouver tout ça. Donc lui, Joachim, le nouveau, tombe sur les dessins de Will, et du coup ça lui donne l'idée de faire un film de zombies un peu à la Romero. D'ailleurs il y a des clins d'œil là-dessus, et il les embarque dans son délire. Alors la grande absente, c'est Eleven. Elle est pas là on est vraiment sur le quatuor de copains de base. La couverture d'ailleurs résume plutôt bien ça, puisqu'on voit 3 de nos compères attaquer Lucas, et le 5e personnage, qu'on ne connaissait pas, qui est dans le fond en train de les filmer, sourire aux lèvres. Alors est-ce qu'il y a vraiment des zombies? Coupez si vous voulez pas de spoil là maintenant, attention. 1, 2, 3, spoil. Eh ben non, il n'y a pas de zombies, juste notre bande qui se déguise pour faire le film. Alors, est-ce qu'on voulait voir la ligne éditoriale de la série remaniée pour faire du zombie et sortir de l'histoire de base pour faire un truc un peu marrant? Ou est-ce qu'il fallait faire un numéro hors série avec ces gosses qui doivent faire face à cette épidémie? Je sais pas. En tout cas, ça va diviser, je pense. Perso, je voulais voir des zombies, je voulais pas voir de déguisement. C'est comme ça. Du coup, le scénario, il est un peu pauvre, je trouve. Contrairement aux travaux de la dessinatrice et du coloriste, qui, eux, relèvent clairement le niveau de cet ouvrage. J'espère qu'ils seront remarqués ces deux-là, mais est-ce que ce comics va les servir? Peut-être quand même parce que c'est Stranger Things. Mais si ça avait été une histoire qui n'exploitait pas la série, ce serait très moyen, voire presque mauvais. Alors c'est léger, c'est mignon, on est content de les retrouver, mais ça s'arrête là. Je dirais même que léger, finalement, vous l'aurez compris, le scénario, il l'est. Et il est peut-être même un petit peu trop. J'ai eu une impression d'inachevé avec ce comics, ou de pas abouti, ce qui est à peu près la même chose. Heureusement que c'est agréable à regarder, et pas à lire hélas. Et je dois bien dire que Pac, il me déçoit un petit peu sur ce récit, pourtant il est loin d'être mauvais normalement. Et il y avait de quoi faire, surtout dans le monde qu'offre Stranger Things quoi. Donc je sais pas à quel point Netflix est impliqué, mais ça m'étonnerait pas non plus qu'il presse un petit peu les artistes et les scénaristes par exemple pour faire un livre dans des temps très courts. Si c'est ça, c'est dommage, parce que ça sert pas l'histoire, comme pouvaient le faire les 2 tomes précédents. Alors faut savoir que les 3 comics, vous pouvez les lire totalement à part. C'est pas des suites, ils se suivent pas, ils racontent des histoires différentes, même si ça va servir la série, à part le 3e finalement. Les 2 premiers vont servir la série, mais il n'y a pas de lien entre les 3 comics directement. Niveau de la note alors, on va aller quand même sur un 3 sur 5. C'est un peu mieux que la moyenne quoi, parce que c'est très cool visuellement. Bon duo Valeria et Dan. Dommage que le Grégou il soit pas ici au top de son efficacité scénaristique. Pas très Halloween finalement. On passe au manga, et cette semaine, un manga de chez Kurokawa, une nouveauté, le tome 1 du manga de Tatsuya Endo, Spy X Family, prépublié au Japon sur le site Shonen Jump+. Alors c'est la première histoire que je lis de Tatsuya Endo, vous savez que j'ai du mal, qui pourtant est présent depuis 2010 dans le milieu des mangas. Bon là, il bénéficie d'une énorme mise en avant chez nous en France. On le voit partout dans les librairies, en tout cas dans les librairies de manga. Et il faut dire qu'au Japon, il a fait un carton, auprès des critiques comme du public, et il a gagné quelques prix d'ailleurs, et Kurokawa, ça, ils l'ont bien repéré et ils ont bien fait de le choper. On est avec Twilight, un espion solitaire, le meilleur dans sa partie, et il a une nouvelle mission. Et pour la mener à bien, il doit se créer une famille. Pour lui, qui a toujours été seul, c'est extrêmement difficile. Bien plus que ses missions en solo en tout cas. Comme je vous disais, il est pas très sociable, bien que ce soit un acteur hors du commun, c'est un espion quand même. Un peu entre James Bond et Sherlock Holmes d'ailleurs. Il est élégant. Il est raffiné, il a un air supérieur qui est bien appuyé, ça rend le personnage étrangement attachant finalement, et presque drôle. Il doit éliminer un certain Donovan Desmond, chef d'un parti extrémiste dans la nation d'Ostania, et ce personnage n'est visible que dans l'école de son fils, dans la ville de Berlint. Twilight prend donc l'identité de Lloyd Forger, Forger, vous le dites comme vous voulez, moi je dis Forger parce que ça me fait plaisir d'angliciser des mots, des noms. Et Lloyd Forger, c'est un psychiatre. Il se met à la recherche de sa nouvelle famille, et elle se composera assez rapidement, donc c'est pas vraiment un spoil, d'une petite orpheline du nom d'Anya, et d'une jolie demoiselle appelée Yuri. Alors Anya,
elle est un peu gauche, pas très éduquée, et surtout, elle a un filtre proche du zéro, mais elle veut tellement plaire en tant que nouvelle fille qu'elle fait tout pour y arriver. Lui, il ne sait pas que sa fille est télépathe. Yuri, sa nouvelle femme, alors elle est beaucoup plus introvertie, et les phases où elle doit se battre nous montrent que c'est dans ces moments-là qu'elle s'exprime le mieux. Et lui, il sait pas non plus que sa femme, c'est une tueuse à gages. Elles ne savent pas non plus qu'il est espion, et ça donne donc lieu à des scènes plutôt marrantes. C'est cocasse, quoi. Le but de ce premier tome est de faire en sorte qu'Anya soit acceptée dans cette fameuse école de prestige, et que leur famille semble normale. Alors encore une fois, on a plein de clins d'œil, pas du tout dissimulés en revanche, hein. Là vous les verrez rapidement. Si vous lisez ce manga, rapport par exemple à un célèbre espion du cinéma, j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, ou à un vampire qui s'abstient de boire du sang humain. Bref, c'est marrant, c'est mignon, il y a de l'action, il y a des persos cool, ça va sûrement être long par contre. La ville de Berlin et les habitants font très Europe du début du 20e. En même temps, Berlin, à part une lettre en plus, on est d'accord que c'est pas très compliqué à comprendre quoi. Après, tout est fictif, hein, donc on va sûrement avoir des libertés de l'auteur qui seront anachroniques, je pense, avec ce qui nous semble être le 20e siècle, le début. Et ce sera sûrement très bien, hein, je sais pas ce qu'il va nous faire là, mais à mon avis, ils vont se faire plaisir. Les bases dans ce premier volet sont plutôt bien posées. On voit les backgrounds des trois protagonistes rapidement, mais efficacement. Et c'est pas très sympa ce qu'ils ont vécu, hein. C'est certainement le lien qui va les unir. On prend plaisir à suivre la façon dont va se bâtir cette drôle de famille. C'est drôle donc, c'est touchant, on a le sourire tout du long. C'est beau aussi, parce que Tatsuya, il fait comme beaucoup d'auteurs au Japon, ses propres dessins. Et ça fonctionne aussi de ce point de vue. C'est lumineux, c'est frais, les persos sont parfois caricaturaux, et ça accentue le côté marrant du récit. Mais ils sont pas dénués d'émotion, c'est atypique. Enfin voilà, Kurokawa, ce sont de bons éditeurs. Et franchement, les quelques pages en couleur au début sont tellement belles. Et la couverture, ça attire tout de suite. Voilà, c'est un sans faute, ce premier tome de Spy X Family. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On part sur un bon 4 sur 5. Je mets pas plus parce que là c'est mon côté un peu Darkos qui parle, hein. C'est vrai que je suis plus attiré par des histoires un chouille plus trash. Et franchement 4 c'est déjà énorme. Alors j'ai hâte de voir la suite, on n'est pas à l'abri de surprises. Et je vais suivre ça avec une attention toute particulière. On passe au film. Et cette semaine au ciné, je suis allé voir Cagillionnaire. C'est sorti le 30 septembre 2020. C'est un film qui dure 1h45. C'est une comédie dramatique. Dramatique, faut pas exagérer non plus. C'est un film de Miranda July avec Evan Rachel Wood. Vous l'avez peut-être déjà vu puisque c'est la reine des vampires dans True Blood. Ou sinon vous l'avez peut-être vu dans Westworld de Jonathan Nolan et de J.J. Abrams, encore lui, hein. Et au ciné, elle avait joué aussi dans Thurston. Donc quand même, hein, elle est là depuis plus de 20 ans, alors qu'elle en a que 33. On retrouve aussi Gina Rodriguez, alors que je connais, pas très bien, parce que ma copine, elle regardait une série, où c'est elle qui a le rôle principal. Cette série s'appelle Jane de Virgin. Alors moi, je l'ai pas reconnue, mais Margot, direct. Il y a aussi Richard Jenkins, qui a joué dans énormément de films, hein. Quelques-uns des frères Farrelly, par exemple. Dernièrement, Bon à tirer. Bon, même si on va pas retenir ce film, il a joué dedans. Il a joué dans Jack Reacher, aussi, ces dernières années. Et enfin, on retrouve Debra Winger, qui joue le rôle de la mère. Cagillionnaire est un peu un film ovni, déjà par son esthétique, hein, mais aussi par son histoire. Je m'explique. Old Dolio, voilà déjà son nom, hein, on est d'accord que c'est pas habituel, inhabituel même. Donc l'héroïne du film forme avec ses parents un trio d'arnaqueurs, d'escrocs. C'est une famille totalement dysfonctionnelle, qui survit plus qu'elle vit. Cette famille d'ailleurs est une entité à part entière, hein, lors du premier quart du film, ils sont un peu inséparables les trois. Alors elle est confrontée à une éducation plus que marginale, je pourrais même dire immorale, et du coup elle est un chouïa étrange la gamine, hein. Elle est associable à souhait, elle est maladivement introvertie, elle connaît pas grand chose du monde, ouvrez les guillemets, attention, du monde normal. Alors ils doivent payer leur loyer, on n'oublie pas qu'ils vivent de petits larcins, et trouver une certaine somme d'argent, c'est pas facile. Donc pour ça, elles vont devoir voyager un petit peu, et sur leur route, cette famille va rencontrer Mélanie, une jeune femme qui semble être à l'opposé d'eux, anticapitaliste et anti-grande consommation, alors qu'elle consomme en masse. Alors c'est un film qui est très visuel, hein, qui nous montre LA comme je l'ai jamais vu, du point de vue des marginaux, quoi, des laissés pour compte. Après, c'est
bien fait, hein, on n'est pas non plus dans le truc gnangnan qui nous montre des pauvres au plus mal. Enfin non, là on est avec des gens qui ont choisi de vivre différemment, avec leurs superstitions, et qui évoluent comme ça. C'est un film qui a une lumière somptueuse, je trouve, des plans magnifiques, et ces trois personnes complètement en marge de la société nous troublent un petit peu par leur refus de vivre comme tout le monde. C'est une histoire émotionnelle, hein, qui se transmet donc par les images. Alors l'affiche déjà est très visuelle, hein. On notera les phases avec la mousse rose qui coule de leur plafond sur leur mur, qu'on revoit sur l'affiche, mais aussi par l'absence d'émotion et de partage de sentiments au sein de cette famille. Alors c'est contradictoire, mais c'est ce qui fait ressortir nos émotions à nous. L'arrivée de ce quatrième personnage vient d'ailleurs accentuer ce côté anormal lié à l'éducation d'Oldolio, parce que ça implique sur son rapport au monde. Alors c'est parfois très long, pas contemplatif, hein. C'est très long. C'est quand même poétique. C'est mélancolique même. D'ailleurs, je pense que les longueurs donnent encore plus ce côté mélancolique. Et les acteurs sont dingues. Tous, même les petits rôles, hein. Je pense au proprio qui est hyper sensible. Il leur loue un truc horrible, mais en même temps, qui voudrait de cette famille comme locataire? Voilà, même lui, il est marrant, il est drôle, il est atypique, comme tout le reste du film. Donc si parfois le film manque un peu de rythme dans sa narration, pas qu'un peu même, le jeu des acteurs vient relever le niveau et on est happé par la douce folie qui ressort du trio de tête. Evan Rachel Wood, elle est vraiment marquante. Moi, je l'ai pas reconnue de tout le film. Et franchement, sa prestation est magistrale. Si on parle d'elle, on doit dire aussi que les costumes en font beaucoup et que ça doit nous permettre de se faire une première idée sur les personnages et surtout sur le rôle principal, hein. Son baggy et sa veste de jogging giga large appuient à fond son côté introverti. Même pour elle, hein, j'imagine, en tant qu'actrice, le choix de la costumière Jennifer Johnson a dû permettre à Evan Rachel de rentrer plus facilement dans son rôle, en tout cas j'imagine. Pareil pour tous les autres, hein, mais sur elle, c'est vraiment plus flagrant et ça accompagne le personnage. Comme ses cheveux, hein, qui donnent l'impression de n'avoir jamais été coupés et qui nous donnent des indices sur son éducation ou sur le fait qu'elle n'accepte pas qu'on l'approche. Elle est dans le personnage, quoi, on y croit à fond et c'est parfois malaisant, mais ça accentue la partie touchante du film. Une belle réalisation donc, un accompagnement des acteurs parfait, une histoire lente mais belle et une photo léchée, un bon film. Je vais mettre 3,5 sur 5. Dommage qu'il y ait tant de longueur. Sur un film d'1h40, des longueurs, c'est pas normal. Certains seront pas touchés, hein, j'en suis très conscient. C'est du ciné indépendant américain. Alors ça parlera pas au plus grand nombre, mais bon, ça marche sur moi. Bon, on en a fini avec le tu sors ou je te sors. On passe à la boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et aujourd'hui, dans la boîte de chocolat, alors je vais pas vous parler de Black Widow, parce qu'on va en bouffer en masse. Panini Comics, j'ai l'impression qu'ils misent grave là-dessus, alors que le film, il est repoussé, et que le personnage n'était pas particulièrement réussi en plus dans les différents films. Mais bon, ça c'est, hein, voilà, c'est mon avis. Franchement, des héroïnes, il y en avait plein d'autres sur lesquelles parier. Je pense à Jessica Drew par exemple. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Spider-Woman, qui n'a absolument rien à voir avec Spider-Man, hein. Elle n'a pas du tout les mêmes pouvoirs. Elle a une histoire et un caractère qui permettent de faire vraiment des belles choses. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus. On va rester quand même sur une héroïne, mais pas de chez Marvel, pas de chez DC. Et du coup, je vais plutôt vous parler... Ah là, vous savez pas comment je suis pressé là. La Lady revient enfin. La suite du comics de Joe Benitez, Lady Mechanica. Qu'est-ce que cet univers steampunk me plaît? Qu'est-ce que ça m'a manqué de me plonger dans ce bouquin? Vous savez pas. Le tome 7 sort donc, toujours chez Glénat Comics, le 28 octobre 2020. En plus, les éditions Glénat, franchement, ils font des merveilles. Toutes les couvertures, la qualité de la couverture, vraiment, je trouve que c'est magnifique. Ils sont super forts, ils font pas assez de comics, je trouve, mais quand ils en font, c'est toujours de la qualité. Alors normalement, ils devaient sortir le 21, mais bon, on commence à avoir l'habitude, hein, et 7 jours, ça va, c'est pas énorme. Et le titre s'appelle Sangre. Déjà, c'est toujours magnifique, hein, comme je le disais, les couves, magnifiques, et même chaque case. Les gouttières, elles sont habillées comme dans aucun autre comics. Souvent, c'est des engrenages, hein, c'est un milieu steampunk, donc ça colle bien. C'est minutieux, c'est une pépite, ce comics. Il n'y a pas un vide, il y a plein de détails. Les couleurs sont folles, l'univers est chargé, et ça emprunte énormément à l'art nouveau d'ailleurs. Donc si vous aimez bien ça, bah là vous allez adorer. Parfois on pourrait y voir un peu du Moucha. J'extrapole, mais un petit peu. L'héroïne, la Lady Mechanica, c'est une aventurière en innombrables costumes, n'en déplaise à certains, moi j'adore, qui évolue dans une Angleterre victorienne, steampunk, où la magie et la science essayent de cohabiter. Elle enquête sur elle-même,
puisqu'elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée avec un corps partiellement mécanique. Elle a des jambes et des bras mécaniques, et des yeux rouges, de noir à la place du blanc aussi. Elle a un charisme de dingue, elle est hautaine comme on aime, et grâce à son corps, elle est plus balèze que la plupart des gens. Elle se retrouve donc à prendre en charge des affaires que la police ne peut ou ne veut pas résoudre. Elle est entourée de quelques amis qui l'aident dans ses pérégrinations. Son meilleur ami, c'est un inventeur de génie un peu foufou, et le duo marche plutôt bien. C'est haut en couleur, c'est vif, l'aventure est palpitante. Dans le tome 7, elle devra aller en Espagne pour enquêter sur une créature pas franchement sympathique, plutôt démoniaque, qui s'en prend au fils d'un baron. Mais la lady, elle flaire assez rapidement que ce baron et sa femme ne lui ont pas dit toute la vérité. Elle a le nez, la lady. J'imagine qu'elle va en apprendre plus sur elle-même aussi, sur la personne qui l'a rendue comme elle est, et pourquoi il a fait ça. Et j'ai hâte de voir ses nouveaux costumes, et qui sera sur sa route. Le dernier tome s'était terminé sur un bon gros bad, et ça aussi, j'ai envie de savoir où on en est, et est-ce que ça va mieux pour ce personnage, ou au contraire, est-ce que ça va empirer, comment elle va surmonter ça, quoi. Je suis à fond, comme jamais, j'adore, je suis tellement fan. Je vois énormément de mauvaises critiques sur les internets. Alors je comprends pas pourquoi, vraiment, et je dirais même que souvent, ce qu'on lui reproche, c'est ce que j'aime. Donc comme quoi, faites-vous votre propre idée, les amis, parce que parfois les critiques, les miennes aussi, je suis très conscient de ça, sont pas en adéquation avec ce que vous allez ressentir devant une création. Et c'est donc important de faire la démarche de s'ouvrir à votre curiosité et de faire les découvertes par vous-même. Quoi qu'il en soit, Lady, j'adore. Ça coûte rien d'aller ouvrir un bouquin et de lire les 3-4 premières pages pour voir si ça vous parle. Pour moi, c'est le cas. Et imaginez donc, Moucha, steampunk, Angleterre victorienne. Bon là, on va en Espagne et ça va nous changer. On avait déjà fait le Mexique, c'était trop bien. La magie, la science et j'en passe. Voilà, vous avez envie de voir là, non? Moi, j'espère un petit peu au moins. On passe au manga, et au manga, j'attends Doppelganger, le 4e et dernier tome, chez Kazé, qui sort le 21 octobre. C'est un seinen de Vanessa Tamaki, donc je vous rappelle, un seinen, c'est pas pour les plus jeunes. On arrive au dernier tome de Doppelganger, qui en allemand veut dire sosie ou double. Alors je parle pas du tout allemand, mais je me suis renseigné. Et j'ai bien envie de connaître le dénouement de cette histoire. Comme toujours dans les mangas, c'est des histoires de ouf. Donc là, Makoto Kanzaki, c'est un jeune et talentueux sculpteur, est accusé à tort de meurtre. Et après une certaine période en détention, il est exécuté. Alors on sait pas trop comment, mais franchement, c'est pas le propos. Il est à ce moment précis renvoyé dans le passé, juste avant les meurtres, donc 11 ans avant son exécution. Alors lui, il garde son esprit et son corps qui a vieilli, et décide donc d'empêcher les crimes, et pour ce faire, il va s'allier avec lui-même. Ils se rencontrent alors, et les deux Kanzaki font équipe pour arrêter le véritable tueur. Cette rencontre, elle donne lieu à des parties assez drôles dans le manga, qui viennent un petit peu alléger le côté lourd de l'histoire. Et le Kanzaki du futur, qui ne fait confiance à personne d'autre qu'à lui-même, son truc, c'est de ne pas supporter les mensonges, et ça les pousse tous les deux à se faire confiance. Donc là on est à la fin, c'est difficile de pas spoiler, on en a appris déjà beaucoup, donc je peux pas trop en dire plus. Sachez juste que c'est sombre. Oh, vous savez que j'aime quand c'est sombre maintenant. C'est dynamique, même dans les échanges entre les personnages, on n'est pas non plus sur un Death Note, mais c'est bien pensé et c'est pas téléphoné. En tout cas, c'est pas encore téléphoné. Et j'espère que la fin sera pas décevante. Les couvertures donnent déjà le ton. Les deux derniers, on peut voir quelqu'un arborant un sourire, avec une corde autour du cou. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Les deux premiers tomes, eux, ils avaient des visages sur papier, sur du papier. C'était déchiré et ça laissait apparaître un autre visage en dessous. Pour parler du dessin dans le manga, je le trouve assez mature et très réaliste. C'est un seinen pour les grands. C'est un seinen pour les grands garçons comme moi, quoi. Voilà, c'est prenant, on est à fond, c'est haletant même. Donc quand on le lit, on veut pas en perdre une miette et on est avec les personnages. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner, ce dernier tome. Chez Naban, maintenant, le 23 octobre, on est encore sur un 4e et dernier tome, celui de Old Boy, de Garon Tsuchiya, et c'est dessiné par Nobuaki Minegishi. Eh oui, Old Boy, les potes, avant d'être un film sud-coréen, c'est un manga japonais. Le film est génial, si vous l'avez pas vu, voyez-le les potes. Regardez la trilogie de la Vengeance, ces 3 films de Park Chan-wook, Sympathie for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance. Old Boy version ricain par contre, on oublie tout de suite. Cela étant dit, on passe au manga Old Boy et après 15 ans
voici enfin une réédition en format double. Ça veut dire que c'est relativement épais, hein, c'est plus de 400 pages. Et on est content de pouvoir lire ou relire ce chef-d'œuvre. En plus, c'est une édition de qualité, hein, le papier est super beau, un peu épais, les couvertures sont assez sobres, juste ce qu'il faut. En plus, ça n'a pas pris une ride, et c'est toujours agréable à lire. Donc si vous connaissez pas l'histoire, je vais faire un rapide rappel. C'est un mec qui a été enfermé pendant des années dans une pièce. Il sait pas où ni pourquoi il a été enfermé. Un jour, on le relâche, on lui donne de l'argent et débrouille-toi mon pote. Donc après 10 ans, sympa de se retrouver dans la rue comme ça quoi. Il sait toujours pas pourquoi il est libre d'ailleurs. Et plutôt que de reprendre une vie normale, il va tout faire pour comprendre le pourquoi du comment et va chercher qui lui a bien pourri la vie. Alors si j'en dis plus, je vais gâcher votre plaisir, alors je m'arrête là. Sachez juste que c'est culte, le film comme le manga, les deux doivent faire partie de votre collection. Et là c'est l'occasion les amis. En cinéma, ça tape fort là aussi, puisque le 21 octobre, la même date, sort le très attendu Peninsula, la suite du dernier train pour Busan, film du sud-coréen Sang Ho-yeon. Et je l'ai bien fait ou pas? Sang Ho-yeon, je sais pas comment on le dit, mais je prends toujours plaisir à dire des noms que je ne sais pas prononcer. C'est ma passion, Sang Ho-yeon. Et donc, on est dans le zombie, quoi. C'est pas vraiment la suite du dernier train, mais ça se passe dans le même univers. C'est pas moi qui le dis, c'est Sang Ho-yeon, et ça se passe 4 ans après le premier film, et les zombies sont partout dans la péninsule. Quelques soldats sont envoyés là-bas, et ils découvrent qu'il y a des survivants qui sont peut-être plus dangereux que les zombies. Bon, la bande-annonce, ça ressemble absolument pas au dernier train non plus. Le lien, c'est vraiment que les zombies. On aura peut-être quelques caméos, je sais pas, des acteurs du premier. Peut-être en zombie, ça serait marrant, moi je kifferais bien. Ah, ça s'arrêtera là, quoi. Les effets spéciaux, ils ont l'air d'avoir pris énormément de place dans ce film. Ça a l'air d'être beaucoup plus axé sur l'action que sur les personnages. Moi, ce que j'avais adoré dans Busan, justement, parce que on se situait du point de vue des protagonistes. Ils devaient évoluer dans ce monde nouveau, rempli de zombies et effrayant, mais ça gardait une dimension humaine. Et le fait que dans le train, on était bloqué dedans pendant la plus grosse partie du film, donc presque un huis clos, on changeait de wagon mais sans quand même enfermer, ça a apporté une tension palpable. Voilà, palpable, c'est le bon mot. Là, je pense que ça va être beaucoup plus rapide, ça va être axé sur le dégommage de zombies quoi. Ça peut fonctionner mais la bande-annonce me freine un petit peu. J'ai peur que ce que j'aimais dans Busan, je l'ai plus dans celui-ci. Alors je l'attends quand même, sinon j'en parlerai pas, mais j'avoue que pour le moment, je retrouve pas ce que Busan m'avait offert. Et bon voilà, les bandes annonces, je m'y attarde pas trop, souvent ça sert pas le film, ça correspond pas à ce qu'on voit d'ailleurs dans le film, ils en montrent trop ou pas assez, ou ils montrent pas les bonnes scènes, je sais pas, je suis pas expert non plus en bande annonce. Mais au niveau visuel en tout cas, on peut déjà se faire une idée, et on voit que c'est pas toujours très réaliste. Je trouve qu'on dirait un peu une cinématique de jeu vidéo par moment, notamment les scènes avec les voitures. La nuit a l'air permanente, je sais pas si ça sert vraiment. Alors je sais que ça camoufle certains effets spéciaux, mais là ça a pas l'air de les camoufler plus que ça. On retrouve des couleurs d'ailleurs qu'on dirait sorties de Mad Max Fury Road, mais au rabais. C'est un peu triste ce que je dis, bon là plus je m'écoute, plus j'ai l'impression que je suis déçu par le peu que j'ai vu déjà. Mais je reste hypé par le fait que ce soit la suite de Busan. Donc je vous dirai le 21 les potes. Et bah voilà, on en a fini avec la boîte de chocolat. On passe au partage les enfants. On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. Alors cette semaine, la petite reco. Je vais partager un truc avec vous qui me donne le tournis, le vertige. Je suis pas un pro dans ce domaine, mais j'adore l'espace, j'adore les missions spatiales, et voir ce qui nous entoure et qui n'est pas visible tellement c'est immense, savoir qu'on est ridiculement petit au milieu de tout ça, voilà, moi ça m'émerveille, ça m'émeut. Et malgré tout ça, on veut comprendre, on veut voyager au-delà de notre planète, et Hugo Lisoire nous accompagne pour nous amener dans cet univers, au sens propre du coup, et ça marche super bien. Alors il n'a pas besoin de moi, Hugo, il a plus de 30 000 abonnés, plus de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mais si vous connaissez pas et que ça vous intéresse, allez vite voir sa chaîne YouTube. Il a une voix déjà posée et chaude, qui n'est pas pour me déplaire. C'est agréable à écouter, il agrémente ses vidéos avec des images fabuleuses du cosmos, de l'univers. Donc on est vite emporté quand on regarde ses réalisations. Faut savoir que ce sont des images, ce sont des créations d'artistes la plupart du temps, mais franchement c'est super réaliste et ça permet de se projeter. Elles sont souvent utilisées même par des scientifiques, ces images. Il a 3 principales émissions sur sa chaîne. L'espace commentaire, où il répond à vos questions un dimanche sur 2. Les dossiers de l'espace, donc
comme dans le titre, il parle d'un dossier en particulier, et ça c'est tous les jeudis à 18h, et DNDE, Dernière Nouvelle des Étoiles, où il revient sur l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Autant vous dire qu'il est productif, le jeune homme. Enfin, ils sont productifs, puisqu'il les réalise ses émissions avec son frère, bien que lui on le voit jamais, Maxime. Franchement j'adore, je regarde souvent. Moi je regarde ça le soir, ça me pose. Je pense que c'est sa voix aussi qui doit faire ça, le fait que ça fasse rêver. Enfin voilà, je voyage là où j'irai jamais et j'apprends beaucoup grâce à lui. Et c'est pas trop long en plus, c'est entre 10 et 15 minutes quoi. C'est toujours très clair, très compréhensible, c'est sans prétention et ça nous permet de rester informés. Donc si comme moi c'est un sujet qui vous plaît mais que vous n'êtes pas expert, voyez ses vidéos. Parce que lui il est expert et il vous expliquera tout ce dont vous avez besoin de savoir. Évidemment, je mets le lien dans la description. Ça y est les potes, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous trouverez de quoi lire ou de quoi regarder. Encore une fois, je suis désolé s'il y a eu des bruits un petit peu parasites à cause des travaux. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Stitcher, Podcast Addict, Apple Podcast. Vous savez, sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, je le répète, ça m'aidera à être mieux référencé et ça me fera très plaisir. Le podcast est dispo sur YouTube aussi. Si vous laissez des commentaires, je réponds. Pour l'instant, je croule pas sous les commentaires, donc je peux encore avoir le temps de vous répondre. Je suis sur Insta aussi, à supplément.geek, où je partage les derniers comics et mangas en photo. Et c'est aussi là où je suis le plus actif, donc passez me voir là-bas. Sinon sur Twitter, à Geek Supplément, tout attaché. Donc c'est à l'envers, Geek Supplément. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages. Allez sur Twitch, achetez des comics, allez voir des films, soutenez le cinéma. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Hasta la vista, baby.